La présente explication porte sur l'hypothèse dans laquelle le mandataire, qui s'est vu confier un certain nombre de pouvoirs d'accomplir un ou plusieurs actes juridiques par le mandant, décide de ne pas exécuter lui-même ce mandat, mais de confier tout ou partie des pouvoirs reçus du mandant à un tiers, qu'on appellera alors le mandataire substitué. Donc le schéma de base est le suivant. On a le mandant qui confie un mandat au mandataire initial, qu'on va appeler M1, et qui à son tour décide de confier tout ou partie des pouvoirs qu'il a ainsi reçus du mandant à un tiers qu'on appellera le mandataire substitué, M2 dans le présent schéma. Il est important de préciser à cet égard que dans l'hypothèse envisagée, M2, donc le mandataire substitué, n'est ni le simple mandataire du mandataire, ni un simple agent d'exécution qui assisterait, qui se contenterait d'assister matériellement certains actes, le mandataire dans l'accomplissement de certains actes que celui-ci accomplit pour le mandant. En réalité, dans le schéma envisagé, M2 accomplit des actes directement au nom et pour le compte du mandant, mais le fait en lieu et place du mandataire initial M1. La question qui nous intéresse ici consiste d'une part à savoir dans quelle mesure le mandant initial dispose encore d'un recours contre son mandataire initial et dans quelle mesure il dispose d'une action directe contre le mandataire substitué. D'autre part, ce qui nous intéresse, c'est également de savoir dans quelle mesure le mandataire substitué dispose d'un recours contre le mandant initial ou doit au contraire agir via ou par l'intermédiaire de M1, c'est-à-dire du mandataire substituant, qui agira alors à son tour contre le mandant. La question de la substitution de mandat est en réalité envisagée par l'article 1994 du Code civil, qui opère une distinction entre l'hypothèse dans laquelle le mandataire substituant n'a pas reçu le pouvoir de se faire remplacer, en d'autres mots, l'hypothèse dans laquelle la substitution n'a pas été autorisée par le mandant initial, et l'hypothèse dans laquelle celle-ci a été expressément autorisée. Commençons donc par analyser l'hypothèse dans laquelle la substitution a été tacitement ou expressément autorisée par le mandant. On va mettre un A pour indiquer qu'il s'agit d'une substitution autorisée. Première question, le mandant peut-il agir contre le mandataire substituant dès lors que le mandat aurait par exemple été mal exécuté? La substitution ayant été par hypothèse autorisée, l'article 1994 du Code civil limite considérablement la responsabilité du mandataire substituant envers son mandant, en précisant qu'en principe, en règle générale, le mandataire ne répondra pas des fautes commises par le mandataire substitué vis-à-vis du mandant, de sorte qu'il n'y aurait pas de recours ici, sauf lorsque le mandataire substituant a mal choisi la personne par laquelle il s'est fait remplacer et a choisi quelqu'un qui était notoirement incapable ou insolvable, auquel cas le mandant dispose toujours de son recours contre le mandataire substituant. Il va de soi que cela implique aussi que lorsque non seulement la substitution est autorisée par le mandant, mais que celui-ci désigne en plus la personne
qui sera chargé de remplacer le mandataire initial. Dans ce cas, le mandataire initial ne répondra bien entendu pas des fautes commises par ce mandataire substitué choisi par le mandant lui-même. Lorsque, en revanche, la substitution n'a pas été autorisée, et donc nous sommes dans un autre cas de figure, le mandant n'a pas autorisé la substitution de mandat, dans ce cas, il est tout à fait admis que le mandant dispose en tout état de cause de son recours contre le mandataire initial ou le mandataire substituant, qui continue donc à répondre des fautes commises par le mandataire substitué envers le mandant. Et cela même lorsque les fautes commises par le mandataire substitué sont indépendantes de la faute personnelle commise par le mandataire substituant. Par ailleurs, s'agissant du recours du mandant contre le mandataire substitué, l'article 1994 prévoit que dans tous les cas, c'est-à-dire que la substitution ait été autorisée ou n'ait pas été autorisée, dans tous les cas, le mandant dispose d'une action contre le mandataire substitué, qui sera donc une action directe puisqu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le mandant et le mandataire substitué. On explique parfois cette relation juridique par un engagement par déclaration unilatérale de volonté qui impliquerait que le mandataire substitué, au moment où il accepte sa mission, adhère en quelque sorte à la relation initiale, au mandat initial entre le mandant et le mandataire initial, et accepte donc de ce fait de rendre compte directement vis-à-vis du mandant. Par ailleurs, il convient de préciser à cet égard qu'un arrêt de la Cour de cassation de 1977 a précisé que le mandataire substitué ne peut opposer au mandant les exceptions dont il disposait à l'égard du mandataire initial. Ce qui paraît éminemment critiquable, et il conviendrait plutôt de plaider en faveur d'une opposabilité des exceptions qui permettrait au mandataire substitué d'opposer au mandant les exceptions qu'il pouvait opposer à son mandataire substituant d'une part, mais également les exceptions que le mandataire substituant, pouvait opposer au mandant dans la relation initiale. Enfin se pose la question inverse, la question de savoir si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant. Pour répondre à cette question, il convient en réalité à nouveau de faire la distinction selon que la substitution de mandat ait été autorisée ou non. Car si on agit dans le cadre d'une substitution autorisée, il est admis que le mandataire initial sort en réalité de la relation juridique et que se noue en quelque sorte un mandat directement entre le mandant et le mandataire substitué. De sorte que il paraît indiscutable que sur base de cette relation contractuelle, le mandataire substitué pourra agir contre le mandant avec lequel il serait en quelque sorte en rapport contractuel, en relation contractuelle désormais. Si en revanche la substitution n'a pas été autorisée par le mandant initial, on revient à l'hypothèse d'une substitution non autorisée, dans ce cas-là, il n'y a aucun fondement pour admettre que le mandataire substitué puisse agir directement contre le mandant et le mandataire substitué
n'aura d'autre recours ou n'aura d'autre possibilité que d'agir contre le mandataire substituant, contre lequel il conserve bien entendu son recours le cas échéant. Pour conclure donc, il y a lieu de procéder à une distinction fondamentale selon que la substitution de mandat ait été autorisée ou non. Et si la substitution, premièrement, a été autorisée, on se trouve dans une situation dans laquelle, en principe, on verra on a vu qu'il y a des exceptions, mais en principe, le mandataire sort de la relation juridique, le mandant et le mandataire substitué seront désormais dans une relation juridique immédiate qui pourrait être schématisée de la manière suivante. Voilà, donc il y aurait en quelque sorte un contrat de mandat directement noué entre le mandant initial et le mandataire substitué, ce qui explique que d'une part, il y a cette action directe, mais qui existe dans tous les cas du mandant contre le mandataire substitué, mais qui pourrait ici trouver donc son fondement dans la relation juridique qui se noue entre eux, et qui explique également qu'il faut admettre le recours du mandataire substitué contre le mandant, sachant que le mandataire substituant ne répond plus des fautes commises par le mandataire substitué envers le mandant, sauf dans un seul cas dans lequel donc le mandant conserve un recours contre le mandataire substituant, c'est l'hypothèse dans laquelle le mandataire substituant a mal choisi la personne à qui il a confié tout ou partie des pouvoirs, c'est-à-dire a choisi quelqu'un qui était notoirement incapable ou insolvable. Deuxième cas de figure, la substitution de mandat était non autorisée, auquel cas, premièrement, on peut noter que le mandataire substituant demeure responsable envers le mandant de toutes les fautes qui auraient été commises par le mandataire substitué, et ce, qu'il ait lui-même personnellement commis de faute ou pas. Deuxièmement, le mandant dispose toujours de cette action directe prévue par l'article 1994, puisqu'elle s'applique dans tous les cas, en tout état de cause, que la substitution ait été autorisée ou pas. Donc le mandant dispose de cette action directe contre le mandataire substitué. Mais en revanche, le mandataire substitué ne dispose pas d'une action directe contre le mandant et devra donc se retourner contre son propre mandataire substituant avec lesquels il a une relation juridique lorsqu'il s'agit d'intenter un recours contre celui-ci, quitte à ce que le mandataire substituant se retourne ensuite contre le mandant. Made with Doodlecast Pro.